Moi c'est YP Dave Mo, je suis né à l'aube des années 80, Paris dans le 13e arrondissement, le quartier chinois. On va dire mon enfance, je l'ai passé en banlieue. Dans le 95, bonne partie, j'étais un enfant super calme. Ma mère se demandait pas si j'étais un gars toujours pensif. Je suis l'aîné en fait d'une famille de 7 enfants. Ma mère a bien travaillé, mon père est toujours là. Des bosseurs, ils ont travaillé pour la communauté. Le fait que j'étais quand même l'aîné, au début j'étais tout seul, j'étais le chouchou à sa maman et tout. Je me rappelle plein de choses. Quand tu vois ma petite sœur est arrivée, j'étais un ninja avec elle, j'étais chambé avec elle. Et on avait un chien à l'époque qui s'appelait Chico. Pas comme les dents, mais vraiment Chico, mais vraiment un Chico. Je faisais vraiment avoir des chicots. Et à chaque fois, tu vois, je foutais une tape à ma sœur, elle venait bondissait sur moi, elle était son ange gardien. Et cette sœur là en plus, une ouf, elle est plus ouf que Brigitte Bardot. Les animaux, plus qu'une passion. Et je pense que c'est peut-être à cause de Chico. Bref, Dieu est son âme. En fait, ma scolarité, je l'ai passée dans le 95. Je me rappelle encore, c'était l'école Lamartine. C'était une ville qui s'appelait Bessancourt, pas loin de Taverny, pour ceux qui cherchent à savoir où ça se trouve. Je me rappelle à un moment donné, j'étais un élève travailleur. Je parlais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup. J'étais calme dans la classe. Soit, oui, en cours élémentaire. Les instituts, ils voyaient mes notes, ils comprenaient pas en fait. Ils se demandaient, mais comment il fait? Et en fait, moi, j'étais du genre à aimer la compétition. J'ai toujours été comme ça. La compétition, il fallait être sûr que je dépasse l'autre. Et je me rappelle, il y avait dans ma classe, là, c'est en banlieue, tu vois, on était tous mélangés. Il y avait un petit entier. En plus, c'était une tête. Il m'énervait. En fait, j'étais vénère, j'avais la rage. Et à chaque fois, il était en compétition, j'étais toujours deuxième, il était premier. Ça jouait entre lui et moi, en fait. Et la compétition, c'était le délire. À l'âge de 9 ans, on a déménagé, en fait. Mes parents, ils ont construit et tout. C'était en 88. On s'est retrouvés en campagne. Non, mais la campagne, quoi, la Normandie. Un petit village de peut-être 400 habitants. On arrive. Oh, c'est pas le cliché raciste, mais bon, on était les seuls noirs dans le village, tu vois. Et on avait déménagé. Mes parents avaient géré vraiment un terrain qui était énorme. Il était tellement grand, le terrain, qu'ils avaient laissé une partie, en fait, à nos anciens voisins. À partir de là, j'ai découvert un autre monde. Et vraiment, je croyais que c'était la mort directe. La première année était un peu, on va dire, les 6 premiers mois étaient un peu difficiles. On n'arrêtait pas de rechigner, dire ouais, pourquoi on a déménagé. Enfin, tu sais, c'est difficile pour un enfant qui est habitué à avoir une certaine vie, qui avait ses amis, de bouger comme ça et puis de voir un autre endroit où il n'y a pratiquement rien, en fait. Au fur et à mesure, parce que bon, la famille était là, la famille de mon père aussi était très proche de nous. C'est-à-dire que j'ai comme grandi dans une famille africaine, donc je les voyais tout le temps. Ils venaient tant qu'ils pouvaient. Bon, j'étais quand même à 110 km de Paris, c'était quand même pas si loin que ça. Mais bon, faut dire qu'on arrive dans le village, ça faisait quand même, c'était un peu désert pour nous. Donc au début, on avait du mal. Et au fur et à mesure, ça commençait à aller bien. Et l'anecdote de l'école, en fait, là où j'étais avant, à l'école Lamartine, c'était chaque classe était là, tu vois, c'était t'as une classe de CE1, t'as une classe de CE2, t'as une classe de CM2. Là, t'arrivais dans le village tellement que tu vois, il y avait très peu de monde dans une classe. T'avais 3 classes, t'avais 3 sections en fait. Et trop le délire. En primaire, t'avais 2 classes de primaire. Fallait vraiment le faire, tu vois. Donc nous, on arrive, on est là, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et ça faisait bizarre de voir que nous, de différents, parce que franchement, il y avait que deux teints de couleur de peau en fait. Et nous, les autres, ça faisait bizarre parce qu'on était habitués à avoir plein de mélanges, à avoir différents caractères. Et là, c'était vraiment, ouais, ça faisait plutôt classe d'élèves sérieux, tu vois, qui étaient vraiment là pour bosser et tout. Ça faisait trop bizarre. Alors que je me rappelle qu'en banlieue, t'avais ceux qui travaillaient, t'avais les comptes d'un côté, il y avait de tout. T'avais les voyous, ceux qui foutent le bordel, t'avais ceux qui étaient en difficulté, t'avais de tout. Alors que là, t'es des têtes, c'était impressionnant. Mais on était quand même super bien accueillis. 91, on va dire, fin 91, j'atterris en Guyane. Première fois de ma vie que je prenais l'avion. J'avais 12 ans, c'est ma mère en fait, parce que ma mère, faut savoir qu'elle a quitté la Guyane, je crois en 77 ou 78, contre mon père et ma soeur, quelques années après. Elle était jamais retournée au pays en fait. Ma grand-mère a incité ma mère aussi à venir ici et tout. Donc on s'est dit, on connaît pas le pays, ma mère nous en a parlé. Franchement, on voyait un paradis en fait. Je te jure, on voyait un paradis. Et on avait vraiment envie de venir. Arrivé en Guyane, on s'est retrouvé au collège, à l'époque, Collège République, qui maintenant s'appelait Oxon Scantou. Il n'y avait pas d'uniforme, c'était le pied. Ensuite, je me suis retrouvé au lycée, si vous représentez, yes. J'étais un bon élève. Arrivé en Guyane, pour moi, c'était l'été toute l'année. Je taffais pas du tout. Le bon élève qui arrivait de Paname, avec des notes de ouf, était devenu le pire des cancres, vraiment le fumiste. Et après, j'ai essayé d'être plus assidu quand même au lycée Félix Seboué. On venait au lycée, mais c'était vraiment notre monde. C'est comme qu'on voit à la télé, les jeunes qui arrivent, ouais, on va au lycée et tout, c'est le style, c'est la frime, tout le monde est là, les filles. C'était ça en fait quand on est arrivé. Il y avait les études bien sûr, mais l'univers était tellement cool. Mais l'année 96 justement, c'était mal parti parce que l'année d'avant quand même, on avait quand même eu pas mal de lacunes, il manquait des profs, il y avait plein de choses. Donc c'était bien beau de kiffer l'ambiance et tout, mais il fallait quand même qu'on puisse avancer. Donc c'est de là qu'en 96, petit clin d'œil à Madame Charles Aline qui s'était réunie parce que je crois si je me trompe, faut pas que j'oublie, mais c'était quand même quelque chose qui m'a marqué aussi. Manque de professeurs, donc on a commencé à se rebeller. Il y avait aussi mon cousin qui était dedans, ouais, Dimitri Grégoire. Ensemble, en fait, avec tout le lycée, on avait commencé une marche. Et de là, tous les autres lycées de Guyane ont suivi. Et c'est de là qu'est née la révolte de novembre 96, tout court. Et moi, je me rappelle, premier soir où on s'est fait charger, ça m'a choqué, en fait, la façon dont ça s'est fait. C'est qu'on était derrière la préfecture. Déjà, on n'avait pas de réponse. C'est ça le pire. On avait les parents qui étaient devant la préfecture. C'est celle qui est près de la fontaine. J'ai cavalé comme un zèbre.
Je me rappelle, quand je sortais, il y avait un monsieur qui me fait « Bon, qui s'en sort que t'as couru ?» Je lui ai dit « Bah reste là si tu veux, moi je taille. » Je me rappelle avec ma mère et j'avais ma petite soeur qui était là. On a cavalé, tu voyais des bombes lacrymaux qui tombaient comme ça. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Pourtant, je viens de Paname, soi-disant, il y a le bordel là-bas et tout. Hein. C'est en gun que ça m'arrive de me faire charger la première fois de ma vie. Après le lycée, j'ai eu mon bac, j'ai un bac littéraire et tout. Je pouvais faire des études de droit à l'UAG. À l'époque, c'était au campus Saint-Denis, si on peut dire. J'ai eu 3 ans de droit, après je me suis arrêté parce que bon, entre-temps, j'ai trouvé un taf. Parti de chez mes parents à 19 ans, faut le dire. De ce côté-là, j'étais assez un peu rebelle. Puis voilà. Donc, mes débuts en 98, c'est là, je délirais, avec rencontre avec certains MC qui aussi commençaient, qui avaient vraiment l'envie, la rage et la passion de la musique surtout. Et arrivé en 2000 ou 2002, je sais plus trop, il y avait le son Gladiator qui était sorti avec Lord Co City et Jackie, le Clash quoi. Et je me rappelle à l'époque, la radio RTM avait lancé un concours. Et c'est là aussi que j'ai rencontré, enfin je connaissais déjà, il y avait des gars comme, à l'époque c'était Tipierre ou Pierrot, maintenant c'est Fléau. C'est pas trop écorché le nom, tu vois. C'est Fléau, il était là. Ah, franchement, il était bad, je peux le dire. Il y avait aussi Crix Mix qui était là. Tous les gars qui étaient des passionnés de musique, qu'on connaissait pas, en fait, étaient réunis là. Et la plupart aujourd'hui, ils ont fait pas mal de choses, quoi. Ils sont là et ils sont dans la place. Ils font partie de la scène locale. Big up à tous ces gars-là et tout, et qui continuent, qui n'arrêtent pas quoi qu'il arrive. Parce que la musique, avant tout, c'est une passion et faire vibrer les gens, c'est le gros kiff. Arrivé au concours, on est là, tout le monde s'affronte et tout. Et c'est de là que j'avais eu l'initiative de créer un collectif. J'ai proposé aux gars, ouais, bon, tel jour, est-ce qu'on peut se réunir là et essayer de créer un collectif pour pouvoir créer quelque chose d'énorme et faire une structure pour pouvoir avancer. J'avais donné un rendez-vous et je me rappelle le jour du rendez-vous, je me suis pointé. Il y avait 2 gars. Il y avait quand même 2 gars. Je fais, oh. Mais franchement, je sais pas te mentir, j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à voir tout le monde parce que je sais que à l'époque on n'avait pas vraiment pas beaucoup de moyens, on n'avait rien. Faut le dire franchement, on n'avait rien. Et c'est là que je suis tombé sur Chronoface et Dillman, avec qui justement on a créé le groupe Prototype Crew. Et à partir de là, on a commencé à faire pas mal de sets. Entre 2003 et 2005, la première compile, on a participé sur la première compile de Damania avec l'échantillon 1, sur lequel on avait chanté le morceau Devenir des stars. Et après, il y avait une autre compile qui devait sortir, mais bon, après, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas pu sortir. On avait créé un autre son qui s'appelait Biwa. Et en fait, avec le groupe, on a évolué, on a commencé à se structurer. Je me rappelle en 2005, justement, que j'ai acheté mon premier clavier, le dire qui m'a fait transpirer. Vu le prix qu'il coûtait, il fallait le payer. J'ai serré la ceinture comme un dingue. Premier clavier, premier PC, premier logiciel, pour pouvoir, et puis mes premiers apprentissages. J'ai quand même rencontré certaines personnes, Jabbar, des Blackwood, avec qui on a quand même travaillé sur certains morceaux, d'ailleurs, qui sont au frais là. Il va falloir peut-être ressortir. J'ai rencontré aussi Monsieur Elon, l'homme de l'ombre. C'est lui qui m'a quand même montré pas mal de choses au niveau de la MAO, c'est-à-dire musique assistée par ordinateur. Parce qu'en fait, ce que les autres faisaient était quand même bien, mais je n'avais pas cette liberté d'expression que je voulais, que j'attendais. Il fallait que je puisse m'exprimer par moi-même, il fallait que je puisse créer. J'avais cette envie de créer. Je me rappelle étant petit, une chose que j'adorais, c'était les Lego. J'adorais construire, défaire et refaire et créer. De là, j'ai commencé à faire mes premiers instrus, première chose. Bon, franchement, les premiers, c'était horrible. Directement dans le dancehall, pas mentir, arrivé à Paname, j'étais quand même hip-hop. Et quand ça, dans ma tête, c'était hip-hop. Le dancehall, quand je suis arrivé ici, je dis, oh, c'est quoi ce truc et tout, je kiffais pas. C'est quand je suis sorti les premières compiles Arab Attack, Arabian Jam, j'ai commencé à kiffer le dancehall comme un ouf. J'étais même danseur en fait, avant j'étais devenu danseur, je participais à des concours et tout. Et c'est vraiment après que je suis devenu chanteur. Et à partir de là, en 2007, on a sorti notre premier single, Yana Rumba, avec le groupe. D'ailleurs, je m'étais même lancé aussi dans l'infographie, parce que c'est moi qui ai créé la pochette. Le modèle, c'était une pote, d'ailleurs, que je big up. De là, c'était un son qui était inspiré d'une reprise en fait du Wu-Tang Clan. Et à partir de là, on a créé le son Yana Rumba, qui est quand même un son, on va dire, franco-espagnol. Partir d'un délire espagnol, un son un peu salsa et tout. Après, en second morceau, il y avait Kif Kif Rave. D'ailleurs, ces 2 sons-là ont été clippés. Peut-être bientôt, on les verra sur ATG, histoire de oldies, quoi, parce que ce sont des oldies. Le premier a été tourné par Yana Rumba, avait été tourné par Lostica, et le deuxième, c'était fait par Kensai, Madras Productions. Et ensuite, le groupe a continué son évolution. On a fait quelques scènes et entre temps pour des raisons professionnelles, familiales, donc chacun, il y en a qui a dû partir à Paname pour se former et après ça a été un peu, on va dire, le calme, mais moi je continuais à composer, je proposais des sons, je me suis même retrouvé aussi à participer à la bande son de Miss Guyane 2005 avec justement Mr. Alone. On a travaillé tous les deux et c'est nous qui avons géré toute la partie artistique au niveau musical de Miss Guyane 2005. C'était une sacrée expérience, j'avoue, au niveau création, et j'avais jamais fait
fait ça, créer des bruitages, créer des musiques d'ambiance, des musiques de défilé, des musiques, on va dire, d'entracte, entre deux. C'était une sacrée expérience. Et j'en garde un bon souvenir quand même. J'ai participé aussi avec mon sauce Dillman du prototype Crew. On avait participé sur la compile de Danny Play. À l'époque aussi, il avait sorti un son de Danny Play et Karine. On avait participé dessus en tant que toaster. J'ai fait quand même pas mal de featuring en fait, sur pas mal de projets. Ensuite, je suis retrouvé à faire mes propres compos. Enfin, suite à Miss Guyane, on a commencé à me connaître un peu. Donc on venait me voir. Parfois j'ai quelques petits business et tout, quelques petites affaires où je gère 2-3 instrus pour certaines personnes en fait que j'envoie et tout grâce à internet aujourd'hui qui est super important quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et ça prouve que le travail, il paye quand même quelque part. Et en ce moment, je suis avec Amadeus où on fait 2-3 featuring. Enfin, quand je dis on collabore ensemble, on a fait justement la soirée de Jean-Claude. Parce en ce moment, sur les vacances, bien que c'est un son qui a quand même 1 an, faut le dire. Et le tournage a été fait quand même l'année dernière aussi. Et c'est maintenant que ça passe. Comme quoi, il faut pas être pressé en musique. La musique, quoi que j'en dise, j'aurais beau vouloir parfois la zapper, elle est toujours là. Elle est toujours dans ma tête. C'est pour ça que je pense que avoir géré mon clavier à l'époque, je pense que ça a été une sorte de salut, une sorte de thérapie pour moi. C'est tout le temps dans ma tête, tout le temps. J'arrive pas, c'est un truc que j'arrive pas trop à contrôler en fait. Il y a des fois, j'ai des super mélodies qui passent dans ma tête. Tiens, je vais l'enregistrer. 2 secondes après, c'est parti. Et ça passe avant tout, hein, franchement, même avant ma meuf. Elle m'en veut pas, elle me comprend et franchement, j'avoue que j'ai de la chance parce que elle me soutient quand même pas mal parce que sinon, je crois que je serais parti en sucette long time. En sucette musicale. C'est toute ma vie là. Mes influences musicales à la base elles sont hip-hop. J'ai grandi dans ça. Les premiers hip-hop français, c'était la bande à, je sais pas si on se rappelle, Benny B, la MC Solar, Bouche de là. Oh, c'était Menelik, Toubaigne. À l'époque, c'était le pied, tu vois, les rappeurs américains, Gangmaster Flash, c'était des trucs de ouf, Public Enemy. Après, Wu-Tang Clan, je mangeais ça, j'avalais ça. C'était de la folie, j'étais à fond dedans. Et jusqu'à maintenant, quand je compose, parfois j'ai des anciennes mélodies sans me rendre compte, c'est différents groupes qui ressurgissent. J'écoutais aussi beaucoup de hard rock, Metallica à l'époque. C'était quelque chose de fou. Quand je me dis ça, mon père il me dit mais qu'est-ce que c'est quoi cette musique de fou là? Qu'est-ce que tu me fais là? Du coup il m'a acheté un Walkman d'ailleurs tout petit. Je chantais. C'est vrai que petit je chantais déjà. C'est maintenant que j'en parle que ça me revient. Non mais mes influences c'est vraiment hip hop. Arrivé ici en Guyane quand même avec la sortie des premières compiles dancehall que j'ai connues, Arab Attack, Caribbean Jam. Ça on se rappelle là c'était j'avais accroché direct et c'est là que j'ai connu Monster Shock Crew, Scare Them Crew, Ghost, la bande à Elephant Man, la bande à Beanie Man, Bounty Killer, Big Respect, c'est les anciens, Buju Banton. Enfin aujourd'hui je dis que c'est les anciens mais pour moi ils sont toujours là. Sean Paul, ça fait des années qu'il est là aussi, comme Supercat, un gars qui a le même flow que lui, que personne ne connaît. Banjo American, le groupe de Notch, Not, tout ça c'est avant on connaissait tous les gars, on entendait les gars chanter Frisco Kid, Okai, Amir Mercus, Ghost Tag, Doing Guinness, tout ça on était à fond dedans, c'était l'influence. Donc après j'ai eu tout ce milieu là, dancehall, hip hop qui a commencé à se mélanger. Franchement Zouk c'était pas mon délire du tout à l'époque. Sincèrement Zouk ça à la limite ça me saoulait en fait. J'étais à fond dans le délire dancehall, c'était vraiment hot time, showtime, c'était Redim Showtime aussi, hein, tu vois, tas de trucs comme ça. À chaque fois qu'un Redim sortait, on faisait les gars venir de Jarchton et tout. On disait, oh les gars, parce qu'on avait tous des potes anglais, ça c'est clair, on a tous traîné à Chicago, on a tous traîné au bar bleu, ça c'est clair. Franchement, dès que tu vois, t'as ton pote anglais, il fait, oh t'as ramené un nouveau son. À l'époque, c'était les stéréos Sony qui donnaient Stone Love, c'était sur cassette, audio, c'était tous ces trucs là, ça donnait. À chaque fois qu'on avait le dernier son, le dernier cassette, t'avais le nouveau pack qui sortait, on était à fond. J'étais à fond dans la danse et on faisait tout le temps des concours quand il y avait les fêtes communales. Ça se fait plus, ça c'est mort, c'est dommage. Ça créait l'ambiance et ça créait aussi une certaine unité, une réunion entre nous. On se réunissait, on faisait un gros cercle. Il y avait toujours la baraque du sound system, toujours. Ça balançait du son comme ça. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, c'est de la faire vibrer en ce moment-là. Rien que de replonger dans ce souvenir-là. Au niveau du style de chant, c'est R. Kelly. Avant lui-même, les Slay Brothers, qui eux-mêmes déjà l'ont aussi influencé d'ailleurs. Stevie Wonder, niveau technique, c'est une machine. Le danseur, le défunt Michael Jackson. J'aime bien ce que fait Usher, parce que bon, il a pris un peu ses influences. NWA, il faut pas les oublier. Dr. Dre, Snoop Dogg, Corrupt, Tupac, Notorious B.I.G., Ned Dogg, qui fait trop sa voix à ce gars-là. Et le seul qui m'a un peu rappelé Ned Dogg, n'empêche côté jamaïcain, c'est Richie Stephens, qui chantait après dans ce même délire qu'on n'entend plus d'ailleurs. C'est une musicale, c'est
Ah non, c'est du YP Dave Mo. Hein. C'est du mélange de tout en fait. Faut dire qu'à la base, c'est toujours du hip-hop. Je pars toujours d'une base hip-hop, même si après à la fin, on a du mal à s'y retrouver. Parce que c'est un mélange. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est plus des expérimentations, il faut le dire. Plus expérimenter pas mal de styles que j'ai balancés pour voir la réaction des gens quand même. Bon, parfois, j'ai des bonnes critiques, de bons retours. Parfois, j'ai pas de monter parce que les gens me disent « Ah, mais c'est pas guyanais, ça et tout. » Je me dis « Mais si, c'est la Guyane. Moi, je suis guyanais. Même si je suis pas né en Guyane, je suis guyanais parce que je vis ici, je mange guyanais. Je contribue à la vie, à la vie économique du pays. Quand je vais chez le commerçant, j'achète un chewing-gum. Je contribue à l'économie du pays. Je suis guyanais. Je suis guyanais comme tous ceux qui vivent ici, tous ceux qui taffent ici, qui dépensent ici. Et cette musique que je crée, c'est une musique de Guyane en fait. C'est toutes les influences que j'ai. On a comme le Brésil, par exemple, je prends l'exemple de la soirée de Jean-Claude. C'est une base de baile funk. Baile funk qui est né dans les années 90 au Brésil. Il faut savoir que les gars, ils te sortent au moins 70 baile funk par semaine. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est comme les Jamaïcains, ils sortent des sons tout le temps. Les Carrés, ils sortent des clips tous les mois. Tu vois, tous les mois, les gars, ils te sortent un son. Je sais qu'ici, bon, c'est pas encore bien ancré. Ça va venir parce qu'à force, ça va venir. Avec les médias aussi qui commencent à diffuser les clips, ça va venir. Et je trouve ça super. Franchement, c'est génial. Ça va arriver tout ça. Et ce qui va se faire, c'est que bientôt, les gars maintenant sortiront des sons d'affilée comme ça. Ça, c'est une mouvance à laquelle j'adhère. Donc mes objectifs dans la musique, on va dire, c'est... Moi, mon kiff, en fait, c'est d'entendre ma musique passer dans les voitures, tu vois, à la radio. Quand j'entends mon son qui passe à la radio, c'est un kiff. Quand je vois les gens qui fredonnent ma musique, ils se rendent pas compte. Ça m'est déjà arrivé, passer quelque part, puis d'entendre quelqu'un, j'ai fait, oh, je dis rien, je regarde mes souris, tu vois, ça fait plaisir en fait. C'est la musique, on en vit tous, on a tous besoin. Tout le monde se réveille en musique, s'endort en musique, quand on n'est pas bien écoute de la musique, ou quand on a envie de s'ambiancer, c'est de la musique quand même, ça fait partie de notre vie en fait. Et j'ai envie un peu d'accompagner les gens aussi dans leur vie, parce que ce n'est qu'un passage. Et pour moi, c'est ça le kiff, et ce que je veux vraiment faire en fait, c'est ce que je suis en train de faire déjà en fait, c'est de la production, faire bouger les choses, montrer qu'on est quand même capable de faire de bonnes choses ici. Je suis pas tout seul, il y en a déjà qui font un sacré travail, d'ailleurs que je big up, et il faut pas qu'ils lâchent, il faut continuer, et je pense que toutes les influences musicales réunies ici se feront connaître dans le monde entier. C'est ça le but en fait, qu'on ait une reconnaissance extérieure. En évolution dans la musique, ça évolue aussi par rapport à ce qu'on entend. Tu peux pas faire de la zik sans être influencé aussi par ce qui se passe. Tu vois, regarde, je prends l'exemple de la soirée de Jean-Claude, encore une fois. Hein. On est passé à une époque électro, hip-hop électro. Moi, je suis venu, je dis pourquoi pas un baile funk électro. Du coup, c'est quoi? C'est devenu du funky house. L'évolution, en fait, j'évolue tous les jours. Tous les jours, j'apprends. J'en apprends tous les jours. Et la musique, c'est un éternel apprentissage. Tous les jours, tu apprends. Toujours, il y a quelqu'un qui va critiquer, que ce soit positif ou négatif. Faut tout prendre. C'est ce qui aide à avancer. Mon évolution dans la musique, en fait, le problème, c'est que j'ai un défaut. Perfectionniste. Je suis trop perfectionniste. C'est fait que j'ai fait un tas de sons. Ils sont là, mais ils sortent pas parce que j'ai toujours un truc à redire. Je me dis que c'est pas bon et tout ça. Ça, on me le reproche. Excusez-moi, les gars. C'est mon gros défaut, en fait. Je suis un perfectionniste. Mais j'ai quand même vraiment évolué par rapport à l'époque où 98 où j'étais en mode It's a fucking giant crew, tu vois. Et maintenant c'est en mode love style. Donc non, ça a vraiment évolué et j'ai quand même pas mal appris. J'ai pris des cours de chant, j'ai taffé tout seul. Je suis un autodidacte, j'ai pas fait d'école de musique. Si franchement pour prendre des cours de musique, de solfège, c'est super important d'apprendre le solfège quand on fait de la musique en fait. Savoir jouer d'un instrument. Et pour l'instant, je sais pas dire que je maîtrise encore, mais j'y travaille. Mon avenir dans la musique, je sais pas vraiment en parler en fait, vu que ça n'a pas encore vraiment décollé. Hein. C'est une fois que je vais lancer mon produit que je verrai vraiment ce qui va se passer en fait. Une fois que j'aurai eu le ressenti du public, des gens qui m'entourent, que je saurai vraiment où j'en suis. Pour l'instant, c'était plus des essais. Il faut le dire franchement, ce sont des essais tout ce que j'ai fait. Plus des expérimentations que j'ai fait. J'ai encore rien fait, je ne me suis pas encore vraiment lancé. Le produit qui va, on va dire entre guillemets, me lancer, il sort bientôt. Donc c'est là que je saurai vraiment ce que je ferai de mon avenir musical ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours dans la musique de toute façon. Je produirai, je serai toujours là en fait. Quel que soit mon âge, je serai là. Tant que la vie et tant que Dieu me le permettra. Comme coup de gueule en fait, c'est que ce qui pèse, c'est qu'au niveau économique, on n'a pas d'aide ici. Les artistes n'ont pas d'aide, il n'y a pas de producteurs ici. C'est que nous-mêmes qui sommes producteurs de nous-mêmes en fait. On va essayer d'aider les frères et les sœurs qui sont là aussi, qui veulent faire de la musique. Mais au niveau production, il n'y a pas d'éditeur. Enfin, s'il y en a un, franchement, il fait bien son taf. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, pour moi, il n'y en a pas en fait. On va plus entendre la musique carnaval, c'est déjà bien, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est une période de carnaval, c'est 2 ou 3 mois, un mois parfois, mais c'est une période, c'est pas toute l'année. Après ça, il n'y a plus rien en fait. Vous imaginez qu'il y a un frère qui a dû partir à Paname pour revenir en héros. Je vais dire Warren. Quand il a commencé
Tout le monde me disait, ouais, mais tu veux faire du zouk, t'es pas un Antillais, t'es un Guyanais. C'est fou de penser comme ça, en fait. Il a dû partir à Paname, faire son truc là-bas, pour revenir ici en héros. Le mec, il a rempli le stade de Baduel. Je sais pas, c'est quand même respect. Est-ce qu'on a besoin de faire ça, de partir, de quitter le pays pour arriver en héros? C'est une mentalité que j'arrive pas à capter, en fait. Moi qui... Je suis Guyanais, mais bon, je suis quand même de là-bas. Moi qui suis de là-bas, qui arrive ici, qui voit ça, ça me choque. Il y a des trucs que j'arrive pas à capter, j'arrive pas à analyser, en fait. Après, peut-être qu'on me dira, ouais, bah, c'est parce qu'il y a ça et à ça, mais j'arrive pas trop à percevoir cette vision-là. Je ne peux pas, je l'accompagne pas, en fait. Que les frères sont obligés de partir. Je prends l'exemple des Profas. C'est pareil. Il est à l'extérieur, obligé de partir. Je prends l'exemple Suga. Les gars, d'Amaniac, les gars sont obligés de partir pour pouvoir faire quelque chose, pour revenir ici. Quicks Mix, tous ces gars-là, ils sont obligés de partir. C'est ce qu'il faut faire alors. C'est-à-dire qu'il faut partir à Paname. Faire son bail là-bas et tout, et puis revenir ici, genre on est en place. C'est quand même malheureux pour ceux qui sont ici. C'est chaud quand même. Heureusement que les frères qui ont eu la force, le courage, ou les moyens de partir par bon, je ne sais quel, de revenir ici et de faire quelque chose, c'est bien. Ils prouvent, mais est-ce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas quand même un petit goût amer? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que les gens qui les écoutent sont conscients du travail de ouf que les gars, et des sacrifices qu'ils ont dû faire pour pouvoir quand même revenir peut-être des années après pour être reconnus? C'est quand même bien dommage. Ma personnalité artistique, c'est que du délire en fait. Moi, j'aime délirer. Ma personnalité artistique, c'est moi, quoi. C'est YP Dave Mo. Moi, et tout mon barda, et tout mon style, tu vois, c'est tout mon délire. Ce que pense mon entourage de moi. Certains disent que je dors, d'autres me disent que je devrais pas rester ici. Ce que je fais, ça s'écouterait plus ailleurs qu'ici. On me dit tout le temps, mais pas en France, reste pas ici. Je suis d'accord, c'est vrai ce qu'ils disent, peut-être dans un coin. On me dit toujours, ouais, mais si t'étais à Paname, ça marcherait mieux. Caïn, tu vas galérer, ils vont te bloquer, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Je dis, mais on pense toujours qu'entre nous, on va jamais avancer. Genre, l'homme est un loup pour l'homme, tu vois, on va toujours se bouffer entre nous. Je suis pas dans cette pensée, je préfère rester positif et me dire que c'est les gens quand même qui décident. Après, le combat, c'est se faire diffuser, c'est au niveau de la promotion. Et on me dit que je suis fou parce que bon, j'ai cette vision-là, en fait, de la musique. Et moi, c'est comme ça que je suis, je ne changerai pas. Peut-être qu'un jour je partirai, hein, je sais pas, hein, peut-être pas à force des choses, peut-être partir. Soyez pas déçus, je suis toujours là. J'ai des fans. Mes premiers fans sont ceux qui sont proches de moi, en fait, ce sont mes proches, mes amis, ceux qui me soutiennent, ceux qui sont là. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des fans mais qui savent même pas qui je suis, juste parce qu'ils voient mon style. À Paname, ça m'est arrivé aussi, parce que je serais avec des potes qui sont dans la vie, qui sont assez connus quand même, je vais pas dire leur nom. Et je marche avec eux, les gens ils sont là, ouais, oh, j'aime bien ce que tu fais. Tu vois, mais ça c'est Paname, tu vois. C'est Paname, les gars, j'ai un tas de numéros de DJ de Paname que j'ai jamais appelé. Vas-y Belinda, fais bouger ton bomba, pas de cinéma, montre-nous comment tu fais ça. Alors Aïssa, c'est comme ça, ne fais pas de détails, montre-nous que t'es bien hot. Tout comme Aïcha, fais le one shot, montre-nous toutes tes phases, papaya, pape fire. Marie-Lisa, elle devient complètement fada, quand elle te voit bouger des reins comme un anaconda. Ce que je dirais à mes fans, soyez patients. Ce qui vient là, ça va pas vous donner une petite calotte, hein. Non, c'est de la bombe atomique. Qui serait étonné, je pense, de voir que je parte dans une certaine direction. Mais après ça, on fêtera ça autour d'une coupe. Ça va le faire, comme d'hab, vous savez déjà, quoi. L'accessibilité, bah oui, tout le monde peut me parler. C'est vrai que de prime abord, j'ai l'air d'un gars fermé, tu vois, les gens. On m'a toujours dit, ouais, et puis c'est gars qui se la pètent et tout, mais je me la pète pourquoi? Non, je suis accessible, t'as mon Facebook, n'importe qui peut me connecter sur mon Facebook. Du même nom, tu vois, YP Dave Mo, tu arrives, tu me demandes. J'ai reçu pas mal de demandes en plus ces derniers temps, tu vois, de personnes qui veulent faire du son. Moi, je suis pas fermé, je suis toujours open. Dès que c'est carré, ça par contre, je déteste ces gens pas carrés, tu vois, les gens qui disent ce qu'ils veulent faire et puis ils te donnent des RDV sans excuse. Ils me donnent un rendez-vous, ils t'excusent
excusez, tout le monde a des problèmes, tu vois. Ça, c'est la vie, c'est les aléas de la vie. Mais les gens pas sérieux, c'est même pas la peine de se ramener ça. Je déteste, j'aime pas perdre mon temps par contre. Ça, en musique, j'aime pas perdre mon temps. Tu ferais tout est passé trop real. On ne peut égaler ton style. Et que lorsque tu fais tes pas, quand tu bouges comme ça, et quand tu fais tout ça, baby, peux pas faire ça. Quand tu vois, c'est trop attaque, je peux vous faire ça. Mais j'aime trop ton style, j'aime trop quand tu bouges comme ça. Honnêtement, sur Facebook, mon numéro de téléphone, il est trop chaud. Non, j'ai pas vu que ça. Non. Facebook, YP Dave Mo, tu m'envoies un petit message. Tout le monde a Facebook aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est Facebook. Fais péter ton Facebook. Tu vois, je te fais péter le mien. YP Dave Mo. Vas-y, retiens. Je veux faire un truc, y a pas de souci. Je compose de tout, de toute façon. On peut toujours travailler. De toute façon, moi, je suis pas tout seul. J'ai une équipe. J'ai des gens qui s'en battent avec moi, qui ont l'expérience surtout. Donc, s'il y a un truc que tu veux faire, même si je suis pas apte à le faire, je pourrais t'emmener, te diriger, y a pas de souci. Vas-y Belinda, fais bouger ton bomba. Pas de cinéma, montre-nous comment tu fais ça. Alors Aïssa, c'est comme ça. Ne fais pas de taille, montre-nous que t'es bien hot. Tout comme Aïcha, fais le one shot. Montre-nous toutes tes phases, par toi y'a pas plus fire. Marie-Lisa devient complètement fada quand elle te voit bouger tes reins comme un anaconda. Et au big up à TG. Faites le travail et n'arrêtez jamais de gamberger sur les artistes que vous allez faire passer. Faites le travail et surtout jamais n'abandonnez les enfants de votre pays. Guyana fight, you know, ATG, respect.